Bon, je suis propriétaire d'une cave dans un ensemble de 400 apparts. Est-ce que je peux être syndic? Un cours du soir pour devenir syndic d'immeuble et apprendre à gérer les parties communes d'une copropriété. C'est-à-dire, dans les copropriétés, vous avez souvent un seul compteur d'eau, une seule chaudière, et tout le monde se branche dessus. À la baguette, Christophe Tilmany, 30 ans d'expérience dans le métier. Quelles sont les différentes façons de répartir le chauffage, l'eau chaude ou l'eau froide? 3 ans de formation, suivi d'un stage chez un professionnel. Et ces étudiants auront alors l'autorisation d'exercer. Mandat du syndic, minimum. C'est de la théorie. Dans cette classe, la motivation est incontestable. Malgré cela, certaines réflexions déplaisent. De base, on a déjà un stéréotype de l'agent immobilier qui est, je suis désolée, celui qui s'en met plein les poches. La copropriété, un monde sous tension, dans lequel les syndics devraient toujours faire plus pour échapper aux critiques. On doit vraiment exagérer dans la transparence et vraiment bien les rassurer, bien leur montrer que non, on n'a pas volé leur argent, que non, on n'essaie pas de les duper. Tous les jours, on a son lot d'agressivité et de personnes à assister. Et je ne sais pas pourquoi les gens ont une si mauvaise image des syndics. En Belgique, près de 4 millions de personnes vivent dans un immeuble à appartements. La moitié de ces immeubles sont gérés par des syndics professionnels. Cote de popularité, effectivement, pas très élevé. Ils sont très lents. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont très lents. Les syndics nous disent oui, et en fait, il n'y a rien qui bouge. Donc, Quand tu as un problème, tu appelles, tu envoies un mail, on te dit appelle X, appelle Y. Et nous, on subit, on paye et il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est clair que parfois, il y a des gens qui deviennent agressifs. Dialogue difficile, sentiment de méfiance face à des problèmes domestiques que le syndic serait tenu de régler. Il y a de l'eau dans la cave depuis je ne sais pas combien de temps. On va faire, on ne fait jamais rien. On n'a plus de nouvelles depuis 3 ans et ils nous doivent de l'argent. On ne sait pas où on est et on se sent vraiment abandonnés par les syndics. Vous voyez ce que payait le propriétaire, ce que je payais moi, c'était scandaleux, quoi. Croire que je vivais dans une villa à Monte-Carlo. Des critiques à l'appel sur des questions sensibles qui touchent au portefeuille et aux habitations des ménages et qui parfois prennent la forme d'accusations beaucoup plus graves. On a le sentiment qu'on se fait arnaquer, oui, c'est clair. Qu'on est des vaches à lait. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des syndics qui soient honnêtes et c'est difficile à trouver, très difficile à trouver. Si vous en trouvez un bon, passez-moi l'adresse, je veux bien. S'il n'existe pas d'études de satisfaction récentes, le malaise entre les propriétaires et leurs syndics est plus que perceptible. Le syndic est considéré comme le larbin de la copropriété, c'est vraiment ça. Alors, quel est le rôle d'un syndic d'immeuble ? La mission du syndic, c'est quand même de gérer les finances de la copropriété, c'est son travail. Et pourquoi est-il la cible d'une telle agressivité par une partie de la population ? J'ai déjà dû courir pour sortir rapidement d'une copropriété. Pendant plusieurs mois, nous sommes entrés dans le quotidien des syndics. La charge administrative qu'ils portent, les assemblées générales qu'ils doivent tenir. Silence. C'est pas la copropriété. Silence. Nous avons aussi épluché de nombreux documents et nous avons mis le doigt sur des pratiques pour le moins interpellantes, voire carrément illégales. Il a vidé les comptes, il est parti avec le fonds de réserve. Hop, il n'y en a plus. Soupçons de fraude, détournement de plusieurs centaines de milliers d'euros. Les détournements sont extrêmement bien montés, les faux sont extrêmement crédibles. Des comportements qui sèment le doute sur la façon dont les syndics sont contrôlés. C'est vraiment très rare d'avoir des syndics qui partent avec la caisse. Et qui jettent le discrédit sur l'ensemble de la profession. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont d'une liberté totale. C'est un scandale. La confiance, on l'a pas, ça c'est certain. Lorsqu'il ne donne pas cours, Christophe Tilmany dirige un syndic qui gère environ 400 copropriétés de différentes tailles. C'est un peu le capitaine du bateau. Donc la copropriété est un modèle économique et donc les propriétaires sont en quelque sorte les actionnaires, si on peut dire ainsi. Mais ils vont déléguer à un administrateur délégué, en l'occurrence le syndic, la gestion de tout ce qui est commun au sein de leur copropriété. Cave, garage, ascenseur, jardin, chaudière, canalisation, toiture. Autant de parties communes et d'équipements que partage la copropriété. Pour les entretenir, le syndic fait appel à toute une série de prestataires de services avec lesquels il collabore.
tous ces fournisseurs qui sont liés au monde de la copropriété, effectuent quantité de prestations pour lesquelles le syndic reçoit les factures et le syndic est donc tenu de payer ces factures en temps et heure. Payer les factures, les répercuter dans les décomptes de charges, mais avant toute chose, le syndic a l'obligation d'organiser, au minimum une fois par an, une assemblée générale des copropriétaires. C'est elle qui décide, donc c'est elle qui va vraiment donner les lignes directrices, mais qui va donner les moyens au syndic de pouvoir exécuter ses missions. Si l'Assemblée générale ne donne pas suffisamment de moyens financiers à son syndic, celui-ci sera désœuvré, il ne pourra pas agir. Et c'est parfois très étonnant que des propriétaires ne daignent pas se déplacer pour assister à ces réunions qui sont d'une importance majeure pour le fonctionnement de leur copropriété. Ok, chouette. Ok, donc le bon cher, il a bien été remboursé. Je vois qu'on l'a payé le 25 mars. Pour mener à bien ses missions, Christophe Tilmany peut compter sur une vingtaine de collaborateurs. Une majorité travaille au service comptabilité. Ok, ça va. Donc s'il me dit qu'il n'a pas reçu, il se trompe. Globalement, on est à à peu près 20 000 mails par mois. Il faut trier, sélectionner les mails d'abord prioritaires, évidemment, quand il y a des urgences. Et puis après, se donner la peine, fin de journée, pendant 1 heure, de traiter les petits mails récurrents. Il y a les nombreuses tâches administratives. Il y a aussi l'aspect humain, fondamental dans le métier de syndic. Oui, Daniel, c'est Christophe, ça va? On a bien nettoyé les sanitaires, j'ai vu. Notamment les échanges réguliers avec les représentants du conseil de copropriété, sorte de porte-parole des autres propriétaires. Au Karcher, ah ouais, ça m'étonne. D'accord, c'est bien ça. Le syndic, c'est un peu le bureau des plaintes, tout azimut. Ça peut aller du syndic qui ne répond pas assez vite à un email le dimanche matin, ou le syndic qui ne se déplace pas assez souvent au sein de la copropriété, ou les devis qui n'arrivent pas assez vite. Contre ça, malheureusement, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a encore une méconnaissance des limites de notre métier. Ce matin-là, Christophe Tilmany a rendez-vous dans une copropriété tout à fait atypique. Un ancien camp de vacances situé en bordure de l'Ourthe, reconverti en habitat permanent, où l'on retrouve plus de 200 chalets, dont certains sont en bien meilleur état que d'autres. On est dans un espace privé de grande superficie, avec des routes, avec des systèmes de conduite d'eau, des conduites électriques ou autres, des parties communes qui sont des WC, je dirais des douches. Donc on voit clairement ici que la route aurait bien besoin d'un sérieux lifting, rafraîchissement, mais une des grosses problématiques de ce type de copropriété, c'est la capacité d'investissement des propriétaires. On répare plus qu'on investit, et ça fonctionne comme ça depuis déjà un grand nombre d'années. Comme dans chaque copropriété, celle du Val de l'Ourthe dispose d'un conseil de copropriété. Un rôle totalement bénévole que remplissent Daniel et Dominique. Le couple est à la fois le représentant de l'ensemble des habitants auprès du syndic et celui qui contrôle son travail, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser des travaux conséquents. La question de l'adoucisseur d'eau, nous allons demander d'autres devis, parce que le premier devis par le plombier était de 80 000 €, 73 000 plus des frais, pour essayer de voir si on ne pourrait pas trouver moins cher pour une efficacité identique. Parfois, des situations créent davantage de friction au sein de la copropriété. C'est le cas de ces toilettes communes, dont plusieurs copropriétaires réclament la fermeture définitive. Je pense que ce n'est pas judicieux de créer de l'émotionnel en pleine assemblée. C'est donner du crédit aux 2-3 perturbateurs qui vont en profiter à nouveau pour dire qu'on ne fait pas les choses correctement. En tant que membre du conseil de copropriété, Dominique et Daniel occupent un poste fortement exposé à la critique. Ici, ils sont une minorité à les accuser de complicité et de complaisance à l'égard du syndic et d'en tirer un avantage financier. Nous volons dans la caisse. Il faudrait qu'ils nous disent où est la caisse, parce qu'on n'en sait rien. Nous bénéficions d'avantages, alors que nous sommes bénévoles à 100%. Le seul petit problème qui pourrait exister, c'est que les gens nous prennent parfois, nous, le conseil de copropriété... Pour des concierges. Oui, et des gendarmes. Ils ont un petit problème qu'il n'en a pas dans un village, parce qu'en somme, c'est un petit village. Un petit village, avec en son cœur une ancienne cafétéria, qui crée de fortes tensions parmi les habitants. Certains réclament sa réouverture, mais d'autres estiment que l'endroit favoriserait bagarres et tapage nocturne.
La question sera tranchée très prochainement lors d'une assemblée générale. Albert, autre membre du conseil de copropriété du Val-de-Lourdes, s'attend à des débats animés. On s'attend à ce que ça fasse encore des bisbrouilles, comme on dit en liégeois. Mais bon, voilà, aussi frais, quoi. Hein. Il faut solutionner le problème. Et voilà, il y aura encore un peu de virulence, je veux dire, en parole en tout cas. Ça vous pèse? Ah oui, ça nous pèse. Ça, à un moment donné, j'avais même dit, je vais arrêter le conseil de copropriété parce qu'on n'est pas ici pour se battre. Et moi, je n'ai pas envie de ça. On est ici dans un beau cadre pour avoir une paix tranquille et pas pour avoir des gens comme ça qui agressent tout le monde. On n'est pas fait pour ça, en tout cas. Dans le monde de la copropriété, la tension est souvent bien présente. Pas toujours simple de vivre ensemble, de se mettre d'accord sur l'opportunité de faire des travaux, de choisir les bons entrepreneurs. Le rôle du syndic, c'est de construire un accord et de le mettre en œuvre. Mais parfois, vous allez le voir, certains syndics prennent quelques libertés avec la feuille de route. La suite de notre enquête nous amène à cette copropriété de 3 appartements, dans laquelle Fiona et sa famille ont emménagé il y a maintenant 3 ans. Un petit immeuble, a priori peu gourmand en charge, dont les parties communes sont gérées par un syndic professionnel. On s'était mis d'accord pour payer 1 000 € par an pour un jardinier qui vienne tondre la pelouse à l'avant. En 1 an, il n'est jamais venu, donc c'est nous qui l'avons fait. C'est mon mari qui a acheté une tondeuse et qui tond la pelouse. Et cet argent-là, on ne l'a pas reçu, on n'a pas de retour de cet argent alors qu'on paye pour un service qui n'a pas été presté. 1 000 € par an facturés à la copropriété pour des travaux de jardin qui n'ont en fait jamais été effectués. La preuve sur ce décompte que son mari a fini par obtenir du syndic. Mon mari est normalement commissaire aux comptes de la copropriété, donc il est censé avoir un regard sur tout ce qui est frais, donc ce qui sort, ce qui rentre pour pouvoir vérifier. Ça fait pareil, 4-5 mois qu'il demande à avoir les informations, on ne lui envoie pas. Et là, normalement, on est censé avoir le décompte de l'année 2024. On ne l'a toujours pas eu non plus, même si ça fait 3 mois qu'on lui demande d'avoir les décomptes pour savoir si on a trop payé, ce qui est probablement le cas vu ce qu'on paye. Et pas de nouvelles non plus, quoi. Face à ce mutisme, nous avons tenté de contacter à plusieurs reprises le syndic de Fiona. Et on a fini par le joindre au téléphone, devant ses bureaux. Un syndic qui rejette catégoriquement toute volonté d'enrichissement personnel. Les 1 000 € de travaux de jardinage non effectués ont été réaffectés pour payer d'autres charges. Quant à mon prétendu manque de communication, je suis beaucoup trop sollicité. On m'appelle même le dimanche. Par mail, il répond jamais. Téléphone, il répond pas. On laisse des messages vocaux, il rappelle pas. On fait des SMS auxquels il répond pas. Pour nous demander de l'argent, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on lui demande des comptes sur ce qu'on paye ou d'avancer dans les démarches qu'on doit faire, là, par contre, il n'y a pas de réponse. Un syndic fantôme qui ne répond ni aux appels, ni aux mails qu'on lui envoie. Et qui a mis près de 2 ans avant d'organiser une assemblée générale. C'est la situation dans laquelle se trouve Adeline, qui habite dans une copropriété de 4 appartements. Entre mai 2022 et février 2024, où on a vraiment dû pousser pour avoir une AG, il n'y en a pas eu. Vous savez que c'est obligatoire, une assemblée générale, Oui, une fois je sais par an? bien, mais c'est pour ça aussi. Moi, donc, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas nettes. Mais en fait, il n'y a personne qui réglemente les syndics. Donc, quand en tant que copropriétaire, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais qu'on n'a pas fait des études de droit ou je ne sais quoi, en fait, on ne sait rien faire. Une impuissance face au manque de réactivité du syndic, qui entraînerait un risque pour sa sécurité et celle des autres habitants de l'immeuble. Les extincteurs, regardez la date. 2016. Ouais. L'année prochaine, ça fera 10 ans. C'est pas si compliqué à changer, hein. Enfin, je veux dire... Vous pensez qu'il marche? J'en ai aucune idée, mais j'imagine que non. Enfin, je veux dire, 10 ans, la date de péremption, elle sert quand même à quelque chose, hein. De un, il ne défend pas nos intérêts. Mais ce qui met surtout en colère Adeline, c'est la façon dont le syndic aurait tenté d'imposer un entrepreneur pour effectuer les travaux de la toiture. Légalement, ils sont censés nous donner 3 devis pour qu'on puisse décider du fournisseur pour les travaux de toiture. Le premier devis, une entreprise qui a fait faillite depuis le Covid. Deuxième offre, c'était une entreprise où ils savaient qu'ils ne pouvaient plus prendre de nouveaux clients en déant les 2 ans. Et alors la troisième offre, et c'est là que le truc louche commence,
C'était une histoire de quelqu'un qui voulait qui était entrepreneur, qui donc pouvait réaliser les travaux d'isolation de la toiture si il achetait un appartement dans notre bloc. Ce que je trouvais déjà pas très net, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Au final, c'était la seule offre qui nous restait. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a eu 3 offres qu'on pouvait comparer ? Clairement pas. Faute de véritable choix, c'est l'entrepreneur du syndic qui est finalement retenu. Mais le contrat qu'il présente est incomplet et Adeline refuse de le signer. Les mois passent, le syndic fait alors une nouvelle proposition. La proposition est, il veut bien ne pas augmenter les coûts si vous lui donnez le grenier. Et moi je dis oui, mais l'augmentation, on parle de combien là ? 3 500 €. C'est inconcevable qu'on ose regarder des gens droit dans les yeux et dire, vous savez quoi ? Donnez-lui le grenier pour 3 500 €, comme ça, l'offre reste la même. Enfin, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on parle d'un duplex. Vous savez combien ça coûte, un duplex ? Ça coûte pas 3 500 €. Chez Fiona et son mari aussi, les travaux de toiture n'ont toujours pas débuté. Malgré 6 devis différents remis au syndic, il y a maintenant plus d'1 an et demi. Il n'y a pas de date qui est mise pour les travaux et en attendant cet hiver, on a eu des gros problèmes d'infiltration d'eau. Dans cet appartement-ci, il y a des traces un peu partout de l'eau qui s'est infiltrée, qui pleuvait du plafond. Si on n'était que nous deux, voilà, je pense qu'on prendrait sur nous, mais on a un petit garçon et il a eu pas mal de problèmes de santé l'année dernière en hiver, en partie liés aux problèmes de l'appartement. Et donc, en tant que parents, on est vite, plus vite agressif par rapport à ça, quoi. Vu le climat de défiance, changer de syndic est devenu une priorité, tant pour Fiona que pour Adeline. En attendant, les relations avec leur syndic actuel ne cessent de se détériorer. Le trimestre passé, on n'a pas payé. Ce trimestre-ci, on ne payera pas non plus. Continuer à injecter de l'argent dans quelque chose qui ne fonctionne pas, ça n'a pas de sens. La confiance, on l'a pas, ça c'est certain. Après, j'ai pas assez d'expérience moi personnellement pour vraiment aller trouver la faille et dire oui, là je me suis fait avoir, là je me suis fait avoir. Une crise de confiance, une communication défaillante et de l'opacité dans les décomptes de charges et le choix de certains entrepreneurs. Ces critiques, on n'a pas cessé de les entendre tout au long de notre enquête. Sont-elles justifiées ? Sont-elles exagérées ? Nous avons posé la question à quelqu'un qui a été syndic d'immeuble pendant 12 ans et qui préside l'une des 2 principales fédérations du secteur. Je pense que les attentes des copropriétaires sont parfois irréelles. On espère que, on envoie un mail, on espère que le syndic va répondre tout de suite. C'est impossible. Le syndic reçoit parfois 200, 300 mails par jour. Et donc, il y a des tensions, il y a des réactions disproportionnées, parfois désagréables. C'est un métier où on doit collaborer, et on ne doit pas s'affronter. Une gestion de copropriété, ça doit se faire main dans la main. Des tensions de plus en plus exacerbées, un désamour de plus en plus prononcé, sur un marché de la copropriété de plus en plus concentré. En Belgique, on ne compte que 600 syndics professionnels pour 250 000 immeubles à appartements. Il y a cette charge de travail énorme. Il y a une pression constante aussi, et ça faut le dire, pour que les honoraires soient le plus bas possible. Mais d'un autre côté, si on est bien organisé, on peut avoir beaucoup d'immeubles, qui est un revenu solide, garanti. Tous les mois, on a ces honoraires. Et donc, ça permet de construire quelque chose. Bâtir un empire actif dans la gestion de copropriété. C'est ce qu'a entrepris Guillaume Pintz, qui est aujourd'hui le syndic le plus puissant du pays. D'habitude discret, l'homme a accepté de répondre à nos questions. Guillaume Pintz a commencé sa carrière dans la grande distribution. En 2015, il rachète l'Office des propriétaires, une célèbre enseigne active dans l'immobilier. Une acquisition qu'il fait fructifier, avant de la revendre au groupe français Foncia, qui devient ensuite le groupe Emeria, dont Guillaume Pintz est actuellement le PDG pour le Benelux. Sur l'ensemble du territoire belge, on gère 5000 copropriétés. Ça représente un peu moins de 100 000 appartements. Et donc vous êtes le leader sur le marché en Belgique actuellement ? Je suppose, oui. Vous supposez ? Non, très clairement, oui. En Belgique, Emeria, c'est toute une série d'entreprises spécialisées dans la copropriété et l'immobilier au sens large. Chiffre d'affaires, 2 500 000 € par mois. Un syndic, en moyenne, c'est 20-25 € par mois. Combien vous coûte votre Internet ? Combien vous coûte votre abonnement Netflix ? Je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup au-dessus de ça. Et aujourd'hui,
vous avez des gens qui gèrent votre propriété pour 20-25 euros par mois, et vous vous retrouvez avec des gens qui trouvent ça cher, trop cher, et c'est inacceptable. Ce n'est pas le syndic qui est cher. C'est la copropriété qui parfois date des années 70, des années 80, qui est peu ou mal isolée, ou bien il y a des travaux importants, on fait des appels de provision qui sont importants, et donc c'est le fonctionnement de la copropriété qui a un coût. Demain, vous m'ouvrez les vannes financières, mais on peut vous remettre tous les immeubles aux normes. Plus que la prestation du syndic, c'est surtout l'entretien des immeubles et de leurs équipements qui coûte de l'argent. En Wallonie, près de 70% d'entre eux ont plus de 45 ans. Tandis qu'à Bruxelles, cette proportion monte à près de 90%. Dans les gros immeubles de 200, 300, 400 appartements construits dans les années 70, il y a d'autres problématiques évidemment structurelles qui font que les coûts pour pouvoir remettre en état le bâti sont vraiment très importants. Et donc effectivement, il y a confusion entre ce que perçoit le syndic et les charges que les propriétaires doivent payer sur le compte de l'association des copropriétaires. La plupart du temps, les associations de copropriétaires disposent de 2 comptes bancaires différents. Un qui constitue le fonds de roulement et qui sert à payer le syndic et les charges courantes. L'autre, souvent plus garni, qui sert de fonds de réserve dans la perspective de travaux plus importants. Beaucoup d'argent donc, auquel seul le syndic peut avoir accès. En 31 ans de métier, jamais il n'y a eu un contrôle fiscal sur les comptes des associations de copropriétaires. Pourtant, c'est quand même des millions et des millions et des millions d'euros d'argent. On parlera de milliards, absolument. Que fait le fisc par rapport à ça? Rien. Rien. Ce sont les propriétaires qui doivent déposer plainte d'abord au pénal pour escroquerie et puis peut-être après essayer de récupérer tout ou partie de la somme dérobée en action civile. Et non, le fisc ne fait rien. Vider les comptes en banque d'une copropriété, en profitant du manque de contrôle au sein de la profession. Dans ce cabinet d'avocats, un dossier retient particulièrement l'attention. Celui d'un syndic soupçonné de détournement à très grande échelle. Ce qui lui est reproché, c'est d'avoir détourné des fonds qui étaient en sa possession en sa qualité de syndic. C'est de l'escroquerie, de l'abus de confiance, voilà, toutes ces infractions finalement qui ont permis à quelqu'un de s'accaparer le patrimoine de quelqu'un d'autre, et ça pendant quelques années. Alors, est-ce qu'on a une idée du montant qu'il aurait détourné? Alors, c'est à la grosse louche pour le moment, même si les enquêteurs sont toujours en train, évidemment, de procéder à des calculs, à des vérifications, mais ça avoisine les 2 millions d'euros. Parmi les copropriétés qui auraient été lésées, il y a la résidence Tercoigne, à Watermal-Boisfort. Un immeuble de 200 appartements de standing, construit dans les années 70. Fernand s'y est installé en 1995 et a présidé le conseil de copropriété pendant plusieurs années. À ce titre, il a donc eu des contacts privilégiés avec plusieurs syndics, dont un certain Jean-Michel Van Leys, accusé aujourd'hui d'escroquerie. Monsieur Van Leys, j'avais d'emblée décidé qu'il était trop poli pour être honnête. On m'a toujours appris ça. Il était toujours d'une délicatesse et d'une politesse extrême. Mais quand on le regardait droit dans les yeux, il détournait le regard. Ça ne me plaisait pas beaucoup. Sophie aussi se rappelle très bien de Jean-Michel Van Leys. Elle a même eu l'occasion de le fréquenter bien avant qu'il ne devienne syndic de la copropriété. J'ai travaillé dans un club de sport de la capitale, un gros club, où M. Van Leys était membre. Donc il venait pour son loisir, les enfants avaient cours de tennis. Donc on ne peut pas dire qu'on était amis, pas du tout, vraiment pas du tout. Mais quand il est venu se présenter comme syndic ici, c'était vraiment en pleine confiance, absolue, absolue. C'est en octobre 2018 que Jean-Michel Van Leys entre en fonction à la résidence Tercoigne. À l'époque, l'expert immobilier dirige Synagy, une société active à la fois dans la vente, la location et la gestion de copropriétés. Moi, ce que je vois, c'est un monsieur qui aimait beaucoup l'argent, qui était dans le paraître, hein, très clairement. Il a très très belles voitures, très beaux costumes, très belles montres. C'est pas un défaut de vouloir bien présenter et d'être coquet. Quand c'est à mes dépens, c'est autre chose. Car la lune de miel ne dure pas longtemps.
Des factures ne sont pas honorées. Des entrepreneurs commencent à se plaindre de ne pas avoir été payés. En octobre 2020, le couperet finit par tomber. Tous les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale extraordinaire. Il y avait tellement de monde que la salle commune ici en bas ne pouvait pas contenir tout le monde. On a dû faire ça dans le garage. C'était glauque, terriblement glauque. Il faisait froid, il faisait noir. Il y avait un grand tableau pour tenter de nous expliquer tous les transferts d'argent qui ont été effectués par cette personne. Et donc voilà, on s'est retrouvés devant ce grand tableau, on nous a apporté des montants, enfin nommé des montants qui étaient totalement astronomiques. Et même si les bruits couraient un petit peu avant, réaliser ce qui était en train de se passer, c'était un choc énorme. L'affaire prend alors une tournure judiciaire. Plusieurs autres copropriétés gérées par Jean-Michel Van Leys déposent plainte à leur tour. Le montant total détourné donne le tournis et dépasserait les 3 millions d'euros, selon les dernières estimations. Outre le sentiment d'avoir été complètement trompés, certains ont dû vendre leur appartement pour pouvoir faire face aux nouveaux appels de fonds, puisque quand vous financez un chantier de ravalement de façade de 450 000 euros et qu'en fait ces 450 000 euros ont disparu des comptes et que vous êtes assigné par l'entrepreneur devant le tribunal de l'entreprise, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Il y a eu des auditions de ce monsieur, il y a eu des vérifications des comptes, des vérifications des factures. Voilà, l'enquête se poursuit. À l'heure actuelle, elle n'est pas encore clôturée. Mais pourquoi? Aussi parce qu'il y a beaucoup de préjudiciés. Je pense qu'on a énuméré déjà une dizaine de copropriétés, ce qui n'est pas rien. Une dizaine de copropriétés lésées, avec à chaque fois le même stratagème, consistant à trafiquer les relevés bancaires des comptes sur lesquels il avait mandat. Par exemple, des faux extraits de comptes, en faisant croire que les comptes étaient à tel montant alors que ce n'était pas le cas, pour faire croire que tout allait bien. Alors qu'il prenait des fonds d'une association de copropriétaires pour le mettre à son patrimoine personnel ou à sa société, et pour un peu, j'imagine, brouiller les pistes, il faisait rembourser par une autre association des frais, et donc il a fait une espèce d'un broglio complètement surréaliste, mais finalement on s'en rend compte après. Pour les copropriétaires, c'est très difficile de se rendre compte qu'il peut y avoir une escroquerie derrière tout ça. Certains de ces faux extraits, nous nous les sommes procurés. Et il faut bien avouer qu'ils ressemblent à s'y méprendre à des originaux. Notamment celui-ci qui mentionne un solde de 94 000 euros, alors que le compte en banque est en fait crédité de 1 603 euros. Ou encore, cet autre extrait sur lequel est affiché un montant de 317 000 euros, alors qu'il n'y a en fait que 125 euros sur le compte bancaire. Le dossier et les détournements sont extrêmement bien montés, les faux sont extrêmement crédibles. C'est des montants qui sont astronomiques et oui, qui sont révoltants, quoi. Vraiment. Pour parvenir à ses fins, Jean-Michel Van Leys aurait à chaque fois abusé de la confiance d'une personne qui occupe une fonction stratégique, celle de commissaire aux comptes. Son rôle est de surveiller la gestion financière de la copropriété par le syndic. On peut très bien avoir un copropriétaire bénévole qui va aller vérifier les comptes, et il n'est pas rare que dans une copropriété, un pensionné dise ça va, j'ai le temps, je vais le faire, comme ça on ne dégage pas de budget pour ça. Sans rien connaître de la comptabilité. Le cas échéant, sans avoir aucune notion comptable, et donc on a quelqu'un qui veut bien faire. Et ici particulièrement, on a quand même des extraits de compte, donc je me dis la personne qui a fait la vérification, vraiment, il n'y a aucun reproche à lui faire, puisqu'elle a des extraits de compte, elle a des entrées en comptabilité, ça semble corroboré, elle n'imagine pas derrière que les extraits de compte sont des faux, et donc si on passe une carte bancaire ou qu'on va voir n'est pas du tout celle-là. À cette surveillance du commissaire aux comptes s'en ajoute une autre, plus générale, qu'exerce l'IPI, l'Institut professionnel des agents immobiliers. L'IPI est en quelque sorte le gendarme de la profession de syndic, celui qui garantit, en principe, son honnêteté et le fait qu'il travaille bien dans l'intérêt de la copropriété. Le contrat qu'on a avec son syndic est basé essentiellement sur la confiance. Vous ne demanderez jamais à quelqu'un de gérer votre argent ou des travaux si vous n'avez pas un minimum confiance en lui. En 2024, l'IPI a ouvert 1433 dossiers à la suite de plaintes de citoyens mécontents.
307 ont donné lieu à une sanction disciplinaire. On peut avoir des obligations de formation, on peut avoir des blâmes, on peut avoir des suspensions avec ou sans sursis, et on va jusqu'à la radiation des agents immobiliers qui ont commis des fautes très graves. Vous prononcez beaucoup de radiations par an? Alors, du côté syndic, en 2024, on en a prononcé une. Une radiation en 2024, 6 en 2023, et parmi elles, celle de Jean-Michel Van Leys, qui en plus de ses démêlés judiciaires, a désormais l'interdiction d'exercer la profession de syndic. Est-ce que M. Van Leys, il avait déjà été sanctionné précédemment par l'IPI? Alors non, il n'a pas été sanctionné précédemment par l'IPI. Vous n'aviez pas trace de dossier disciplinaire à son encontre? Alors il y avait peut-être des dossiers disciplinaires, mais en tout cas, il n'avait jamais été sanctionné. Ce dossier-là était sa première sanction. Ce sont des cas qu'on voit souvent, que vous voyez souvent? Non, c'est vraiment très très rare d'avoir des syndics qui partent avec la caisse. Est-ce qu'il ne faudrait pas, selon vous, davantage de contrôle sur ces comptes? Je pense que si on prend la majorité des copropriétés avec la majorité des comptes des copropriétés et qu'on fait une statistique de est-ce que ça fonctionne bien, je pense que ça fonctionne bien. Il faudrait peut-être un autre type de contrôle que simplement la responsabilité du commissaire aux comptes. C'est beaucoup de responsabilités quand même. J'espère pour nous que peu de gens se disent qu'ils vont falsifier des extraits de comptes pour pouvoir arriver à leur fin. Et le commissaire aux comptes, qui a les compétences nécessaires, et j'insiste là-dessus, qui vérifie les comptes, c'est très bien, c'est suffisant. Un syndic honnête, contrôlé par un commissaire aux comptes et qui s'appuie sur le conseil de copropriété pour décider des points à débattre en assemblée générale. Au Val de Lourdes, en ce samedi fin de matinée, c'est même une assemblée générale extraordinaire qui a été convoquée. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Avec au menu un seul sujet qui déchaîne les passions, celui de la réouverture ou de la fermeture définitive de la cafétéria. Il ne faut pas s'énerver, garder son sang-froid, expliquer. Moi, je vais noter toutes les questions, je vais noter les réponses. Dominique est l'ancien tenancier des lieux, une cafétéria qu'il a dû fermer la mort dans l'âme à la suite d'un gros incident. C'est fermé depuis... avril, depuis déjà mars-avril. Oui, depuis qu'il y a eu la bagarre qui s'est trouvée là, pas dans ma cafétéria, parce que ça, il faut bien le signaler, il n'y a jamais eu de bagarre dans le café. Ça, j'y tiens formellement. Le jeune homme est toujours hospitalisé ou il est sorti? Non, il est sorti. Il est sorti. Il est sorti, on l'a sa voiture. Ah, c'était une grosse bagarre alors? Oui, il était dans le coma. Oui, il était carrément couché à terre et tout. Et voilà. Malgré cela, Dominique aimerait bien reprendre du service, même si ici, certains habitants s'y opposent farouchement. Les détracteurs disent que les gens se sont enivrés dans la cafette et ont réglé leur compte à l'extérieur et donc c'est en lien malgré tout avec l'exploitation. Mais voilà, c'est des choses, il faut en discuter en assemblée et l'assemblée va devoir prendre une décision vraiment. Comme avant le début de chaque assemblée générale, Christophe et ses collaborateurs vérifient qu'il y a suffisamment de monde, soit au minimum la moitié des copropriétaires présents ou représentés. Les procurations, tu en as reçu, tu as un total de 19. Oui, je n'ai pas pris de risque. Donc tu pouvais encore en avoir une de plus, mais pas plus. Alors là, je te propose de déjà encoder comme ça. Tu auras déjà les appels et on va gagner du temps alors. Voilà. Et je ne dois pas signer cette fois-ci pour celui-là. Celui-là, c'est bon. Un boîtier pour voter sur les différents points soumis à l'ordre du jour. Parmi ceux qui ont fait le déplacement, il y a Dominique. Comme tu veux, comme tu veux. Oui. C'est l'eau à distribution. En tant que membre du conseil de copropriété, Dominique compte bien faire entendre sa position. Les heures de fermeture, les conditions sont pour nous, je le dis bien, inacceptables. Mais alors, il veut utiliser la cafétéria pour rien, donc un bâtiment de la copropriété, sans rien donner. Donc il veut le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la cavière, et ça ne va pas. Au total, ils sont finalement 90 copropriétaires rassemblés dans l'ancienne salle des fêtes. L'Assemblée générale débute par la présentation du projet de reprise de la cafétéria. La SBL, gérée par M. Augardy, propose un bail de 9 ans, enregistré. Pas de paiement de loyer à la CP Val de Lourdes. Les heures d'ouverture les vendredis de 17h à 23h et les samedis de 17h à minuit.
Et alors la journée pétanque, une fois par mois, un samedi de midi à minuit. Pour l'occasion, l'ancien tenancier est accompagné de la trésorière de son ASBL. C'est elle qui doit répondre aux premières interrogations des copropriétaires. Moi, je voudrais bien savoir, parce que vous avez dit qu'il y a un jour que c'est ouvert sans heure. Vous estimez vers quelle heure, comme ça? Ça dépend s'il y a des clients qui restent jusque tard. Voilà. S'il y a chambard jusqu'à 3 à 4 heures du matin, non, ça ne va pas aller. Hein? Non, il n'y a pas de chambard à la cafette. Je peux vous l'assurer. La fois dernière, la cafette devait être fermée. Elle est restée ouverte jusqu'à 3 heures du matin. On ne va pas aller plus loin que de savoir qu'on a quand même ici l'ancienne... Pour modérer les débats, Francy, cet habitant historique du Val-de-Lourdes, préside l'Assemblée générale pour l'occasion. 22 heures, c'est une belle heure. Pourquoi pousser jusqu'à 24 heures? Est-ce que vous allez accepter, vous, qu'à 22 heures, des gens sous l'emprise d'alcool commencent à circuler dans le domaine? Il y a 3 ans d'ici, la police descendait tous les week-ends. Pour moi, ouvrir la cafétéria jusqu'à 22 heures, c'est une heure raisonnable. Il y a les heures de fermeture qui déchaînent les passions. Il y a aussi la vente éventuelle de nourriture qui suscite pas mal d'inquiétudes et d'interrogations. Il y a quelqu'un qui va manger, qui est malade et qui porte plainte à l'AFSCA parce qu'il a été malade. Oui, mais attendez, laissez-moi terminer. S'il vous plaît, laissez-moi. L'AFSCA décide de le fermer. Eux, il n'y a rien qui les empêche de vous attaquer au tribunal pour intervention abusive dans l'exercice de leurs fonctions et donc suppression commerciale. Si, c'est... Silence. C'est pas la copropriété. Silence. Ça devient un peu la cacophonie. La remarque est pertinente. Maintenant, on a des gens qui nous représentent. On a un syndic qui connaît en partie les lois. Est-ce que, juridiquement, est-ce qu'on est bloqué ou est-ce qu'il faut des renseignements supplémentaires? L'exploitant, en fonction de son type d'activité, est le seul responsable d'aménager ou pas ces locaux, de point de vue sanitaire, sécuritaire ou autre. On n'a rien à voir là-dedans. Vous n'êtes jamais allé au souper moule du football de vos enfants? Vous avez vérifié s'il y avait l'AFSCA ou pas? Je ne sais pas, hein. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Vous voulez que ça tourne à rien? C'est trop tard, 22 heures, c'est trop tard. Mais le jour où il y a un problème, mais n'y allez pas alors. On ne vous demande pas de venir non plus. On ne vous engage à rien. Il y a 2 personnes qui veulent bien donner de leur temps, donner de leur vie pour qu'il y ait encore un peu de vie dans notre quartier. Parmi les points qui crispent, il y a surtout la question d'un éventuel loyer à payer. Comme c'est un bail commercial, n'a-t-il pas l'obligation d'avoir un loyer à payer? Je trouve que c'est peut-être judicieux d'évaluer chaque année le prix de la location à payer. Si ces gens font de super affaires, alors ils peuvent partager une partie de leurs bénéfices avec la communauté. C'est ce que je trouve en tout cas. Moi, ma proposition, c'était de finir la saison comme ça, sans loyer, et s'arranger pour les années suivantes, payer un loyer fixe. Parce que pour l'instant, je ne saurais pas... Voilà. Puisqu'on n'arrête pas de me faire arrêter la cafette, donc moi j'ai ma marchandise que je dois jeter en plus, donc voilà. 3, 6 ou 9 ans. À quelques minutes du dénouement, certains n'hésitent pas à jeter leur dernière force dans la bataille pour faire pencher la balance. Si on vient au Val-de-Lourdes, c'est pour avoir pour être bien, qu'on soit propriétaire ou locataire. Pourquoi faire des histoires pareilles? Du moment où la loi est respectée, que tout est écrit noir sur blanc, où est le problème? Ou alors il faut aller vivre dans la montagne, en ermite, comme ça on est sûr qu'on n'a rien qui va être ouvert. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après 2 heures de débat enflammé, place au vote. On peut voter maintenant. Allez, on y va. Attention. Roulement de tambour. Et c'est finalement le oui qui l'emporte, avec une majorité de 62% des voix. Un vrai soulagement pour Dominique, qui va pouvoir rouvrir la cafétéria, moyennant le paiement d'un loyer de 100 € par mois. N'oubliez pas de ramener vos télécommandes. Et... Très content en tout cas. Voilà. Très ému. Oui, ému, parce que il faut batailler ici, hein, je vous jure. Hein. Vous avez vu, hein, c'est
c'est du sport. Hein. Mais voilà, on a réussi cette fois-ci. C'est bien. Moi, je suis content. Je suis content, pas seulement pour moi, c'est pour les gens qui travaillent avec moi, mais pour les résidents ici, qui vraiment avaient besoin de ce lien social qu'il y a. Parmi les partisans de la réouverture, de nombreux habitants ont décidé de ne plus attendre et de profiter à nouveau d'un moment de convivialité. On a envie d'être ensemble, on a envie de se croiser, on a envie de partager du temps et ça fait du bien autant pour les touristes que pour les propriétaires. Une joie collective qui contraste avec la déception de certains. Notamment celle de Dominique qui a décidé de rendre son tablier et de ne plus faire partie du conseil de copropriété du Val de Lourdes. J'ai démissionné aujourd'hui. Vous avez démissionné aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis fatiguée. Et puis on nous accuse d'être de copinage avec le syndic. Et bon, on a beau expliquer qu'on ne peut pas prendre de décision, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire ça. On est juste là pour contrôler le travail du syndic. Non. Alors, fatiguée de tout ça. J'ai envie de me reposer. Des déçus d'un côté, des heureux de l'autre, qui profitent à nouveau de leur cafétéria. Et puis il y a ceux qui estiment que le syndic instrumentalise parfois des polémiques stériles pour arrondir ses fins de mois. Il faut savoir qu'une réunion comme ça nous coûte 3 500 €. C'est des locaux qui nous appartiennent, les chaises, tout nous appartient. Donc j'ai essayé de me poser des questions. Qu'est-ce qui pouvait bien coûter ce prix-là ? Est-ce que c'est normal de facturer 3 500 € pour une assemblée générale? Il y a évidemment sur 150, 160 propriétaires, une centaine d'envois recommandés qui ont dû être envoyés. Il y a toute la paperasse donc, qui demande un travail de quelques heures de travail administratif qui est rémunéré au taux normal. Le syndic, lui, est rémunéré à une centaine d'euros de l'heure avec un frais de déplacement. Donc globalement, l'ensemble va coûter aux alentours de entre 3 000 et 4 000 €. C'est pas une manière un peu détournée pour le syndic de se faire de l'argent? Non, non du tout. Je suis plutôt partisan de ne pas tenir d'assemblée générale extraordinaire de ce type, si je pouvais le faire. Au Val de Lourdes, Yanis est propriétaire d'une dizaine de parcelles. Il dispose donc d'une certaine influence lorsqu'il faut voter en assemblée générale. Un poids qu'il tente d'utiliser pour réclamer davantage de transparence de la part du syndic. J'aimerais qu'une fois par année, on ait l'origine de toutes les factures. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de mal à ça. Et tout le monde a l'occasion de pouvoir voir, tiens, il y a telle facture, il y a telle chose. Ah tiens, on paye un tel. Ah tiens, c'est un tel qui s'occupait des buissons, des espaces verts. Mais en attendant, on n'a aucun détail des factures. On reçoit juste un rapport à payer et on le paye. Point. Un rapport, dans le jargon, on appelle cela un décompte de charges. Certains sont annuels, d'autres trimestriels. Et tous reprennent ce qu'un copropriétaire doit payer pour l'entretien des parties communes. De nombreux chiffres, mais aucune facture qui y sont associées. Alors, manque de transparence, la critique ne tiendrait pas, nous répondent les initiés. On ne va pas se mettre à avoir 50 copropriétaires qui rentrent dans les comptes pour voir ce que fait le syndic et puis posent encore 6000 questions qui génèrent encore des tas de mails. Non, non. Il faut faire confiance à son syndic, on l'a choisi. La mission du syndic, c'est quand même de gérer les finances de la copropriété, c'est son travail. Faire confiance à son syndic jusqu'à lui confier son argent, afin qu'il gère au mieux votre patrimoine immobilier. Je trouve ça À la résidence Tercoigne, passé le choc, on en est toujours à faire les comptes et à tenter de déterminer la somme exacte qu'aurait détournée Jean-Michel Van Leys. Il n'a pas payé des factures qu'il se mettait sur un compte personnel. Il a vidé notre compte de réserve. Nous avions, je crois, 350 000 sur ce compte. Oui, il nous a volé entre 5 et 600 000, mais encore maintenant, il y a toute une série, quand on fait les codes en fin d'année, il y a encore toute une série de points d'interrogation où on ne sait pas exactement la somme exacte. Quand je pose la question au nouveau syndic, où en êtes-vous et qu'est-ce qu'il a pas, on n'a pas encore tout à fait, on n'a encore pas toute la vérité.
Au niveau judiciaire, il y a les poursuites pénales. Il y a également tout un volet civil à l'encontre de l'ancien syndic d'immeuble. Avec cette question cruciale, celle de savoir qui va rembourser les copropriétaires escroqués. Il y a un patrimoine, mais qui est globalement maintenant connu de la justice pénale et, à ma connaissance, saisi. Ces biens confisqués jusqu'ici par la justice, c'est une Porsche et ce luxueux penthouse d'une valeur d'1 200 000 € que Jean-Michel Van Leys venait de vendre et dont l'argent a finalement été saisi chez son notaire. Je sais qu'il y a des recherches qui sont faites dans son nouveau lieu de villégiature, donc puisqu'il s'est expatrié en France. Voilà, ça suit toujours son cours et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je voudrais quand même que je puisse lui demander mais pourquoi tu m'as fait ça, quoi? Parce que c'est à moi que tu l'as fait. C'est pas à la copropriété, c'est à moi. C'est à ma voisine, c'est à mon autre voisine. Voilà, notre vie est impactée. Je sais pas, moi j'ai passé des nuits blanches à cause de lui. Mais là, parce qu'un monsieur voulait avoir une très belle voiture et des costumes sur mesure, ou une villa dans le sud de la France, ou que sais-je, voilà, c'est injuste. L'injustice ressentie est d'autant plus grande que l'ancien syndic d'immeuble a longtemps été une figure reconnue dans le monde de la copropriété. Il est même l'un des membres fondateurs de l'APSA, l'association belge des syndics. À chaque fois qu'un syndic fait une erreur ou qu'un syndic indélicat prend dans la caisse, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Bon, alors là, on en parle, ça fait les gros titres, tout le monde est au courant. Mais moi, je ne sais pas, mais il y a des métiers, enfin, je ne veux pas nommer quand même, mais il y a des métiers où il se passe des choses qui sont à peu près semblables, où il y a des fonds qui disparaissent, où il y a des comptes tiers qui disparaissent, où il y a des acomptes qui disparaissent. Mais on parle toujours que des syndics. Et ça nuit au métier. Ça nuit au métier. Toujours plus de critiques pour une profession dont les responsabilités et le cahier de charges ne cessent de se remplir. Surtout lorsque le syndic doit gérer de grands ensembles de plusieurs centaines de logements. Nous prenons la direction du nord de Bruxelles, dans le quartier Tivoli. Une véritable ville dans la ville, constituée de 5 tours de 397 appartements basse énergie. Panneaux solaires, serres sur le toit, potager collectif, mais aussi des commerces, une crèche et des espaces de travail partagés. Après 3 ans de travaux pharaoniques, Tivoli est inauguré en grande pompe au mois de juin 2019 et s'érige aujourd'hui comme un modèle de quartier durable à forte mixité sociale. On a vraiment toute cette mixité qui se fait et ça c'est hyper intéressant je trouve. On fait des apéros, on a bloqué la rue, on a fait une journée avec les enfants. Oui, c'est chouette, oui. Qu'est-ce qu'il y a de bien? C'est familial, quoi. Le quartier, c'est bien. Et alors j'aime bien les écoles d'en face, ça donne un peu de... Parfois il y a des bagarres et puis il faut prendre quelqu'un à l'intérieur parce qu'ils se sont bagarrés, là le nez qui saigne, il faut un peu le soigner. Ça, c'est pour le côté pile, car il semble bien qu'il y ait un côté face, avec notamment des ascenseurs qui tombent régulièrement en panne, des fréquentes inondations dans les communs et surtout des défaillances chroniques au niveau du système de réutilisation des eaux usées. Entre l'année 2019 où on rentre et maintenant 2025, je pense qu'on a triplé ou quadruplé, voire les cotisations trimestrielles pour les communs. Des maladies de jeunesse pas forcément anormales, mais qui ont donc un impact négatif sur le portefeuille des habitants du Tivoli et qui ne susciteraient pas beaucoup de réactions de la part de leur syndic. Vu qu'on est encore dans les premières années, on est au stade du constat et on a du mal à comprendre en fait qu'est-ce qui cloche exactement. On a un système des eaux grises ici qui ne fonctionne qu'à moitié. La moitié de notre bloc n'a pas d'eau grise. Ils ont de l'eau de ville tout simplement. Le syndic dans tout ça n'a été que porte-parole du promoteur jusqu'à présent. Il n'a pas défendu vos intérêts, vous trouvez? Non, mais voilà. Il a défendu les intérêts du promoteur. Je ne sais pas s'ils ont défendu les intérêts, je pense qu'ils sont saturés de travail. Pour bien comprendre, revenons quelques instants aux origines du quartier. Tivoli, c'est le fruit de ce que l'on appelle un partenariat public-privé,
avec d'un côté un acteur public, la région bruxelloise, qui finance le projet à hauteur de 100 millions d'euros. Et d'un autre, un promoteur immobilier privé, chargé de la construction et de la vente des appartements. Quant à la gestion de la copropriété, ses espaces communs et ses nombreux équipements, c'est le même syndic qui s'en occupe depuis le début, celui de Guillaume Pinte, numéro 1 du marché. Il faut savoir que quand vous prenez un immeuble comme Tivoli ou comme d'autres, ce sont des immeubles qui sont techniquement très compliqués. Et donc il faut être capable de gérer ça. Et attention, il faut être capable de faire une réception définitive de ce bâtiment. Et bien souvent, ça ne se passe pas très bien entre le promoteur et le syndic. L'expert est totalement indépendant, vient avec une liste de questions, et le syndic est là pour défendre les intérêts de la copropriété, pas les intérêts du promoteur. Défendre les intérêts des copropriétaires autour de ce que l'on appelle la réception définitive du bâtiment. À Tivoli, comme pour toutes les nouvelles constructions, l'enjeu est de taille. Car une fois effectué, le promoteur n'est alors plus responsable en cas de défaut structurel du bâtiment. On n'a vraiment pas l'impression que notre syndic nous soutienne par rapport aux quelques malfaçons qu'il pourrait avoir. Il ne va pas rechercher des comptes, il n'essaie pas de faire évoluer nos problématiques. Et je vous dis, on a vraiment au niveau communication, c'est nul et non avenu. Ces critiques, Guillaume Pinte les rejette avec force. Pour lui, c'est clair, les copropriétaires ont des exigences qui dépassent largement le cadre des missions du syndic. Le syndic est considéré comme étant, le terme est mal choisi, mais je veux que vous compreniez bien, comme le larbin de la copropriété. C'est vraiment ça. On prend par exemple le cas de Tivoli. Il y avait un cylindre à changer. On n'était pas là lors du changement du cylindre. Pas très compliqué de changer un cylindre. Vous allez chez Brico, vous le faites vous-même dans votre appartement, ça vous prend 5 minutes. Ils ont estimé que nous aurions dû être présents à l'installation, vérifier le fonctionnement. Non, ce n'est pas notre métier. Nous avons des prestataires pour ça. Vu les tensions, les habitants du Tivoli ont fait appel à un facilitateur. Quelqu'un capable de rassembler et d'unir une majorité des copropriétaires pour choisir un nouveau syndic. Je pense qu'il y avait un mécontentement autour des prestations du syndic, un dialogue qui n'était pas toujours facile avec lui, en tout cas des gens qui ne se sentaient pas entendus. Et en même temps, comme il n'y avait pas suffisamment de majorité, ce changement de syndic ne se faisait pas. Donc ça fait des années qu'on disait on n'est pas content, mais en fait on n'arrive pas à se mettre d'accord pour changer. Petit à petit, les habitants du Tivoli ont commencé à se réunir. D'abord par groupe restreint, puis en nombre plus important. Le fait d'avoir eu des réunions préparatoires a amené les gens à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passait, à avoir eu des espaces dans lesquels ils posaient des questions, et du coup à prendre conscience aussi de l'intérêt de revenir, de se faire représenter en Assemblée Générale pour faire entendre leur voix. D'autres ont même été plus loin et se sont intéressés aux relations du syndic avec certains prestataires, jusqu'à découvrir un changement non concerté en matière de contrat d'assurance. Et cela grâce à ce paragraphe glissé dans un PV d'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale vote sur l'octroi du mandat au syndic pour le cas échéant renégocier et ou souscrire ailleurs ces contrats en fonction de l'évolution du marché. Ce paragraphe aurait été ajouté en dernière minute, sans l'accord de l'Assemblée Générale, permettant au syndic de choisir seul un nouveau courtier pour les assurances de la copropriété. Et ici, en l'occurrence, on n'a même pas discuté d'un changement de courtier, mais quand on creuse un peu plus loin, on se rend compte que le courtier actuel qu'on a fait partie du même groupe auquel appartient notre syndic. Certains copropriétaires ont dit que vous aviez imposé votre propre courtier avec ce courtier et le courtier de votre entreprise. Alors, c'est vrai ou c'est faux ça? Si vous souhaitez changer un contrat, vous devez avoir la décision de l'Assemblée Générale. Ce n'est pas le contrat qu'on modifie, c'est la relation entre la compagnie et la copropriété. Et on se demande s'il y a des commissions qui sont prises ou pas. Enfin, il y a des enjeux financiers derrière qui ne sont pas clairs. Il n'y a pas de rétrocommission, c'est tout à fait interdit. Il n'y a pas de rétrocommission, ça n'existe pas. D'abord, soit c'est connu par l'Assemblée Générale et vous demandez toutes les commissions que vous voulez, soit c'est inconnu de l'Assemblée Générale et c'est illégal. Alors qui dit vrai? Pour trancher, les membres du conseil de copropriété du Tivoli ont déposé plainte auprès de l'IPI, l'organe déontologique de la profession de syndic. Il est impératif de mettre un terme à ces pratiques discutables afin de garantir une protection durable à d'autres copropriétés. Un syndic d'immeuble qui déciderait de changer de courtier et il n'avertit pas l'Assemblée Générale. Est-ce qu'il s'agit d'une faute déontologique? Le syndic doit demander l'avis à l'Assemblée Générale pour changer les fournisseurs de la copropriété.
Donc il ne peut pas le faire de son propre chef. Et ça, c'est une faute déontologique. C'est une faute déontologique, oui. Ça ne débouchera pas spécifiquement sur une radiation, quand même. Ce n'est pas la première fois que Guillaume Pinte fait l'objet de plaintes de la part de copropriétaires mécontents. 18 d'entre elles ont finalement été traitées. Résultat, début 2023, Guillaume Pinte est suspendu 4 mois, dont 2 avec sursis, avant qu'il ne fasse appel et ne voie sa suspension annulée. La sanction a été quoi? Ça a été 20 heures de formation à suivre. C'est tout. Je rappelle quand même que sous mon numéro IPI, il y a quasiment 650 collaborateurs sur la Belgique, ici 800 collaborateurs sur le Benelux. Excusez-moi, mais si c'est ça ce que vous appelez une sanction, alors je ne sais pas de quoi on parle. Mais donc, ce ne sont pas des fautes personnelles, c'était les fautes d'un certain nombre de vos collaborateurs dont vous avez dû endosser la responsabilité. Mais je vais être honnête avec vous. Avec tout le respect que j'ai pour l'ensemble de mes collaborateurs, malheureusement, je ne suis plus dans la gestion opérationnelle de chaque copropriété. Et que ce soit un collaborateur qui soit sur la partie néerlandophone ou francophone du pays, c'est moi le responsable déontologique. Les sanctions tombent quand elles doivent tomber, indépendamment de la personne qui est devant la chambre. Ça plaît, ça plaît pas, ça, nous, on n'a pas à gérer cette problématique-là. Nous, on doit faire notre travail avec éthique, rigueur et constance. Pendant ce temps-là, après différentes rencontres avec le facilitateur, le syndic de Guillaume Pinte est finalement remercié. Et une majorité d'habitants du Tivoli, réunis en assemblée générale, se prononce en faveur de l'élection d'un nouveau syndic. Moi, dans le monde idéal, j'aurais envie que chaque syndic il rencontre chaque nouveau copropriétaire, qu'il fasse un tour, qu'il lui dise un petit peu voilà quels sont les gros postes. Et ça, c'est souvent pas possible. Et donc, dans cet anonymat, il y a une sorte de violence structurelle du système par sa froideur. Et c'est vécu des deux côtés. Enfin, je veux dire, la personne qui est frustrée, quand elle appelle le syndic, elle lui déverse une charge émotionnelle qu'il n'est pas payé pour encaisser, que sa vie lui amène peut-être à pas bien prendre. Donc, du coup, ça monte en sucette. Incompréhension, frustration de part et d'autre, un climat dans lequel le syndic doit également résister à de nombreuses sollicitations. Ils doivent être sollicités à des tas d'endroits. Et en fait, ce qu'on leur demande, ce pour quoi on les paye, c'est pour rester fort et pas avoir la faiblesse de dire « Allez, oui, je ferme les yeux ». Donc, moi, je ne vais pas juger au cas par cas. Ce que je dis juste, c'est qu'effectivement, c'est une fonction qui concentre beaucoup de risques. Résister aux tentations. Alors que certains syndics sont soupçonnés d'avoir vidé les comptes de la copropriété, d'autres, vous allez le voir, utiliseraient des méthodes beaucoup plus discrètes et glisseraient dans les décomptes de charges des frais qui n'auraient en réalité aucune raison d'être. Au cours de notre investigation, nous sommes entrés en contact avec une personne qui a travaillé pour un syndic de copropriété bien connu à Bruxelles. Une ancienne employée qui a quitté l'entreprise en emportant avec elle toute une série de documents. Un témoignage sensible que nous avons reconstitué pour préserver son anonymat. Régulièrement, plusieurs collègues venaient me voir et me disaient « Mais enfin, regarde ces factures-là. Regarde ces décomptes-là. Tu trouves ça normal ?» Alors, à ce moment-là, évidemment, on commence à tout regarder, à discuter avec l'un, avec l'autre, à demander au gestionnaire si ces factures sont justifiées. C'était pas le cas. Non. Ces factures litigieuses, on les retrouve dans toute une série de décomptes de charges produits par la société MGS. Actif depuis 2012, ce syndic d'immeubles gère environ 200 copropriétés à Bruxelles. Et il n'a qu'un seul administrateur, Stéphane Megank. Je suis fils et petit-fils de syndic. On est un peu le couteau suisse de la copropriété. Stéphane Megank était quelqu'un de sympathique, agréable, qui a toujours aimé faire la fête. Quelle vision de son travail il avait? Très fier de son travail, de ses prestations, très content de lui-même. Pourtant, une copropriétaire très critique à l'égard de Stéphane Megank et sa société MGS en voici une. Elle aussi a préféré garder l'anonymat par peur d'éventuelles représailles. On lui reproche essentiellement d'avoir abusé de son pouvoir de syndic, d'avoir fait des fausses factures. C'est des petites sommes, mais on en a au moins une dizaine de petites sommes comme ça qui n'avaient aucune raison d'être. Par exemple, quand on fait des plaquettes nominatives, c'est parce que quelqu'un quitte l'immeuble ou quelqu'un emménage dans l'immeuble. Or, quand on n'a pas de mouvement pendant un an, il n'y a pas de raison d'avoir ce genre de facture.
À l'entendre, il s'agirait donc de factures pour des prestations qui n'auraient en fait jamais été effectuées. Ce que confirme l'ancienne employée de MGS, qui parle, elle, d'une pratique à très grande échelle. Lors des contrôles des ascenseurs, il y avait une société d'un proche de Stéphane Méganck qui intervenait parce qu'il y avait prétendument de l'eau dans la fosse des ascenseurs, systématiquement. Sauf qu'en fait, dans le rapport de la société de contrôle, cette eau dans la fosse n'était mentionnée nulle part. Allez, autre exemple. Pendant la période de Covid, des sociétés allaient désinfecter les communs des immeubles, et les propriétaires n'avaient jamais vu personne. Et alors, Méganck demandait au personnel de dire qu'ils étaient venus désinfecter à 6h du matin. Face à de telles accusations, nous avons sollicité Stéphane Méganck. Après plusieurs semaines de négociations, le patron de MGS a finalement accepté de répondre à nos questions. L'entretien se déroule dans les bureaux de sa société, en présence de son avocat. Il y a eu des prestations. Ces prestations ont été contrôlées en interne, ça c'est nous. Mais également, quand il y a une prestation, dans la moitié de mes immeubles, il y a des concierges, il y a des présidents, il y a des membres du conseil. Tout ça est vu en interne, donc tout ça est contrôlé. Il n'y a pas eu de facturation fictive, comme vous dites. Vous avez le sentiment qu'on veut atteindre à votre réputation ? Oui. C'est mon sentiment. Je pense que j'ai très bonne réputation. Je refuse 10 immeubles par mois, grosso modo, ou 15 immeubles par mois. Il y a des mois où c'est même 25, parce que je veux rester à taille humaine. Je pense que je vais peut-être déranger aussi des gens. Alors, dénonciation calomnieuse ou mise en place d'un vaste circuit de fausses factures? Pour tenter de le savoir, nous avons croisé toute une série de décomptes de charges issus de différentes copropriétés, dont MGS a la gestion. Prenons l'exemple du 23 mars 2021. Ce jour-là, MGS répercute une facture à 67 copropriétés différentes pour le même motif, des travaux de débouchage effectués par le même entrepreneur le même jour. Montant total facturé, 19 370 €. Le 18 mai 2021, MGS répercute la même facture de 254 € à près de 40 copropriétés pour la même intervention, une panne de courant dans les communs. Ici aussi, la réparation a été réalisée le même jour par le même entrepreneur. Le 6 juin 2021, MGS répercute une facture à 40 copropriétés pour un montant total de plus de 12 000 €. Toutes sont facturées pour des travaux d'électricité après des orages. Une fois encore, c'est le même et unique prestataire qui a effectué les 40 interventions, alors que l'entreprise en question ne compte pourtant que 3 employés. Ici, je pense qu'on se trompe. On confond date d'émission de facture avec une date de prestation. Je travaille principalement avec des artisans, des petites entreprises. Ce sont des personnes qui vont mettre le focus sur l'exécution des travaux. À un moment donné, généralement fin de trimestre, quand ils ont un peu plus de temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent leurs factures. Prenons l'exemple des 67 fois où il y a une canalisation qui a été bouchée dans une de vos copropriétés. Vous êtes incapable de nous dire quand est-ce que cette prestation a été effectuée? J'avoue que j'ai pas été regarder, j'ai pas été voir dans mon agenda Outlook. On parle d'il y a 4 ans. Donc à chaque fois, la date d'émission de la facture, c'est le 23 mars. Oui, c'est le 23 mars 2021. C'est le 23 mars 2021. La date de facture. C'est le 23 mars 2021. Donc on peut penser que l'intervention a eu lieu le 23 mars 2021. Vous nous dites non. Non, la date de facture. La date de facture, alors je vous prends... Et donc il n'y a pas la date de l'intervention. On ne sait pas quand est-ce qu'on est intervenu. C'est ce que je vous disais à l'instant. On se bat depuis des années avec tous les fournisseurs pour avoir plus de détails dans les libellés, d'avoir des documentations photos qu'on puisse éventuellement, ils le gardent, mais au cas où il y aurait une contestation, qu'ils puissent sortir un reportage photo. La facture, elle est bien là, c'est pas ça qui pose problème. La question, c'est la question de la réalité de la prestation. Mais ça, la question. Mais 4 ans et demi plus tard, vous me demandez de confirmer certains disent que vous disiez à vos gestionnaires de dire, par exemple, que les prestataires étaient venus avant 6 h du matin. Je ne comprends pas bien la question, mais je vais quand même vous dire comment on fonctionne aussi. Est-ce que vous disiez à vos gestionnaires de dire ça ou pas? Non. Autre élément troublant, ces factures litigieuses proviennent presque exclusivement de 3 sociétés différentes, dirigées par la même personne, l'entrepreneur Luc L. Si
Pour chaque copropriété, ce sont à chaque fois les mêmes entreprises qui sont à l'origine de ces prestations douteuses et que vous êtes incapable de justifier les factures qui sont émises pour ces prestations, il s'agit de facturation plus que douteuse. Il y a une entente entre les deux? Bien sûr. Ce monsieur-là preste très bien, les ouvriers prestent très bien, on n'a pas de souci, mais dans son suivi administratif, ce n'est pas bon. On n'arrête pas de rouspéter. Mais quand vous avez un petit serrurier qui travaille avec sa femme, c'est pas la même chose qu'une grosse multinationale de serrurerie où en fait il y a 4 personnes en back-office pour faire les factures. Mais le problème, c'est que c'est chaque fois la même personne, ou quasi systématiquement. Mais le problème, c'est que vous avez été voir un fournisseur, vous n'avez pas été voir les 150 autres fournisseurs avec qui on travaille, où on rencontre exactement la même problématique. Ils font la même chose, ils facturent aussi massivement le même bien jour. sûr. Et je vais vous dire, moi-même, monsieur, quand je facture, je sors 200 factures l'une derrière l'autre. Malgré le démenti de Stéphane Méganck, plus de 120 immeubles et près de 6000 propriétaires seraient concernés par ce système de fausses factures présumées. Quand il y a une opération de débouchage de canalisation, idéalement, vous avez un contact avec un des membres du conseil de copropriété. Ou avec la concierge. Les quêtes vont passer ou avec la concierge. Ou avec la concierge. Bien entendu. Donc vous pourriez nous trouver des traces alors de ces prestations pour nous montrer. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a 4 ans et que vous avez tout jeté. Je ne jette pas tout, mais il faut savoir que si je devais... Allez, pour vous donner une idée, aujourd'hui, notre entreprise, c'est grosso modo 2000 mails par jour. 2000 mails par jour. Comment voulez-vous que je retrouve un mail dans la masse? Je veux dire, payez-moi un employé pendant 3 mois et on retrouvera toutes les traces. Nous avons également sollicité l'entrepreneur concerné par ces facturations. Luc, elle, a accepté de nous répondre par écrit et lui aussi dément toute mise en place d'un système de prestations fictives. Nous privilégions toujours nos interventions qui sont souvent urgentes dans le secteur de la copropriété. Mais malheureusement, c'est parfois au détriment de notre travail administratif et notamment des factures qui devraient suivre plus rapidement. Il y a, pour ma part, escroquerie. Parce qu'à partir du moment où on fait des fausses factures, où on facture des frais démesurés, où on abuse du bon vouloir des gens, pour moi, c'est un comportement mafieux. En attendant, on a appris qu'une plainte contre Stéphane Méganck et sa société MGS avait été déposée par un autre copropriétaire mécontent. Il est question d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux. À ce stade, Stéphane Méganck n'a toujours pas été entendu par la justice. Vous êtes serein par rapport aux accusations qui sont faites à votre égard? Très serein. Et vous attendez d'être entendu par la justice? Avec grand plaisir, j'y répondrai comme je vous ai répondu, et avec des pièces pour prouver que je suis une honnête personne, que je travaille avec une équipe qui est dévouée aux copropriétés. Je vous rappelle quand même que notre client, c'est le propriétaire. Il y en a un certain nombre qui se plaignent quand même. Je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Permettre aux syndics soupçonnés de graves délits de répondre aux accusations dont ils font l'objet. C'est ce que nous avons également tenté de faire avec Jean-Michel Van Leys tout au long de notre enquête. D'abord, en essayant d'entrer en contact avec lui via les réseaux sociaux. Puis, en lui envoyant un courrier recommandé. Sans résultat, nous avons alors pris la direction du sud de la France, avec une première escale à Saint-Tropez, où, selon certaines rumeurs, Jean-Michel Van Leys aurait un yacht amarré dans le Vieux-Port. Je cherche ce monsieur. Vous connaissez pas ce monsieur? Alors là, pas du tout. Est-ce que par hasard vous connaissez ce monsieur? Il aurait un bateau ici à Saint-Tropez, ça vous dit rien du tout? C'est pas le roi belge, non? Comment? C'est pas le roi belge, ça? Non, c'est pas le roi belge, non. C'est qui? C'est quelqu'un qui est soupçonné d'avoir détourné plusieurs centaines de milliers d'euros au préjudice de copropriétaires. C'est pas une bonne publicité pour la Belgique. Autre piste, a priori plus fiable, ce petit village de Provence où Jean-Michel Van Leys aurait ses habitudes. C'est quelqu'un qui est soupçonné d'avoir détourné beaucoup d'argent en Belgique et qui habite ici maintenant à La Motte. Ok. Moi, franchement, ça me dit rien. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Pas du tout. Vous connaissez pas? Alors, du tout. Mais ici non plus, pas de traces manifestes de Jean-Michel Van Leys. Jusqu'à ce qu'un policier nous confirme sa présence à proximité d'un golfe de la région. Mais oui, le visage, ça m'a tilté direct, je l'ai déjà vu.
ici, c'est bien la maison que je pense. Allez directement On va voir aller, le golf. on va aller voir le golf. Ah ouais, renseignez-vous. Merci à vous, merci pour vos infos. Merci, bonne journée madame. Ce golf, le voici. Un parcours de 18 trous en pleine nature qui s'étend sur un domaine de quelques 150 hectares. Hôtels, restaurants, terrasses panoramiques, mais aussi 150 villas qui accueillent touristes et résidents. Et dont l'une d'elles serait habitée par Jean-Michel Van Leys. Bonjour Monsieur Van Leys. Bonjour. Je me présente, je suis Fabrice Gérard de la RTBF. Je fais une enquête sur les syndics d'immeubles. On vous soupçonne d'avoir détourné beaucoup d'argent au préjudice de plusieurs copropriétés. Je voulais voir un peu quel était votre sentiment, votre position par rapport à tout ça. Écoutez, il y a une première chose, c'est que je suis en pleine séance de chimiothérapie. Donc, je ne dis pas que je ne vais pas réagir, mais pour l'instant, c'est très compliqué pour moi. C'est juste parce qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui ont perdu beaucoup d'argent et qui sont lésés. Certaines personnes qui ont dû revendre leur appartement. Et donc, voilà, moi, c'est mon job de journaliste de vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Oui, mais je voilà, comprends, ça fait 4 ans, vous êtes quand même inculpé de détournement d'argent, de faux, usage de faux. C'est pour ça que je me permets de venir, pas du tout pour vous... Non, mais je suis d'accord avec vous, mais je dirais, pour vous répondre, etc., moi, il faut que je voie aussi avec mes avocats, vous comprenez. Donc voilà, donc là, à ce stade, je peux pas vous dire. Vous n'avouez rien à ce stade. Non, je peux pas, j'avoue rien. Passez une bonne journée. Merci. Pas d'aveu, une procédure pénale qui traîne en longueur et pas encore le moindre euro versé par la compagnie qui assure les syndics d'immeubles en cas de faute grave. Moi, pour l'instant, j'envisage donc de vendre mon appartement parce que c'est difficile de payer toutes ces charges, de payer les appels de fonds extraordinaires, de se priver parce que quelqu'un a été malhonnête. De l'incompréhension, mais aussi de la colère ressentie tout au long de cette enquête à l'égard des syndics d'immeubles en général. Ça donne vraiment un sentiment qu'il n'y a personne qui les réglemente et nous, on est impuissants. Nous sommes des victimes des syndics, vraiment des victimes. Alors, comment rétablir la confiance? Comment éviter qu'un syndic ne vide les comptes d'une copropriété ou ne s'entende avec des prestataires pour faire gonfler la facture des ménages et se servir au passage? Si on prend la majorité des copropriétés avec la majorité des comptes des copropriétés et qu'on fait une statistique de est-ce que ça fonctionne bien, je pense que ça fonctionne bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Dans mon métier, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais voilà, il y a des cas qui sont dramatiques et effectivement, on doit pouvoir apprendre de ce qui s'est passé et pouvoir mettre des choses en place. À ce titre, certains observateurs réclament davantage de contrôle et une surveillance des syndics qui ne reposerait pas uniquement sur quelques copropriétaires bénévoles. Il y a, si pas de l'opacité, à beaucoup d'endroits pas mal d'ombre, un manque de temps pour mettre de la lumière dessus. Donc je comprends que toute une série de personnes se posent ces questions et j'observe que c'est difficile d'obtenir des réponses. L'enjeu est d'autant plus important au vu des montants colossaux que brassent quotidiennement les syndics en Belgique.